Mon invité est détentrice d'un baccalauréat en sciences et technologies des aliments, d'un MBA également de l'Université Laval. Elle a travaillé justement dans le domaine alimentaire, dans l'industrie alimentaire comme gestionnaire pendant de nombreuses années. A aussi été connue pour son talent de vulgarisatrice avec ce blog La Foodie scientifique, mais ces jours-ci, c'est avec son roman qui a été primé d'ailleurs, son roman Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller, qui fait d'ailleurs l'objet d'un prix comme l'or qu'elle a récolté dans la catégorie narration culinaire en langue française. Je suis très contente de l'accueillir. C'est Anne-Marie Desbiens qui est avec nous. Allô, Anne-Marie? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'être là. Second souffle, seconde vie, parce que tu as écrit ce livre-là visiblement bien avant la pandémie. Oui. Alors, je sais pas, ça apporte comme un volet nouveau, ce prix, mais à la fois aussi avec la pandémie, ça a apporté ses fruits pour toi, en tout cas, là, on peut dire. Oui, alors c'est ça. Le timing était bon. Le livre est sorti à l'automne dernier, donc ça fait maintenant 1 an. C'est ça, depuis le mois de septembre, là, les ventes ont recommencé à monter. Là, les gens, je pense, ont trouvé justement l'utilité de ce livre-là de plus en plus. Mieux conserver sa nourriture, c'est de plus en plus important aujourd'hui. On sait que la nourriture coûte de plus en plus cher. Faut faire attention à ne pas gaspiller non plus. Donc, je suis très contente là, que les gens s'intéressent à ce sujet-là. Et comment t'es-tu senti ou qu'as-tu peut-être dénoté de cet élan quelques mois plus tard, de cet appel à consommer québécois, puis de cet élan des Québécois, que ce soit les gens qui sont en mode urbain, qui vivent en appartement, par exemple, qui avaient une plate-bande, qui ont fait pousser des tomates sur une jardinière, puis d'autres qui, peut-être en campagne, ont opté pour un jardin. Toi, qu'as-tu pensé de ce mouvement-là? Ah, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Là. Moi, je suis une vendue de tout ça parce que je fais mon jardin depuis que j'ai 12 ans à la maison. Donc, moi, tous les ans, j'ai mon jardin. J'ai même déménagé cet été. J'ai déménagé mon jardin. J'ai fait des jardins en pot. Après ça, j'ai rempoté dans ma nouvelle maison. Mais non, je suis vraiment contente. Là. Quand je disais aux gens que je faisais mon jardin, souvent, c'est plus des personnes là, un peu plus âgées que moi là, qui vont avoir cette piqûre-là. Fait que le monde trouvait tout ça un petit peu drôle, là, spécial. Mais là, de voir que de plus en plus de gens le font, je suis vraiment contente. Puis même, juste le fait aussi de faire un pot de tomates sur le balcon, c'est déjà un premier pas. On a la piqûre. Après ça, ben, on veut en faire plus les années suivantes. Là. C'est vraiment le fun. Hey, je dois t'avouer, j'étais vraiment jusqu'à tout récemment un cordonnier mal chaussé. Je t'explique, c'est parce que moi, je suis né sur une ferme en campagne, en Mauricie. Ah oui? Oui, en Mauricie. Puis mon père, évidemment, cultive la terre. Puis même moi, j'avais pas, même si j'habite quand même dans la ville, j'avais pas de plate-bande, j'avais pas fait de jardinière. Mais là, cette année, je me suis donné. J'avais des concombres, j'avais 2 plants de tomates. J'en ai même, tu sais, c'est ça qui arrive, on a eu une grosse saison, j'en ai donné à tout le monde. J'ai cuit, je me suis découvert des talents que je savais pas que j'avais. Fait que ah non, c'est fascinant. Là. Oui, vraiment. Puis j'espère que ça va se poursuivre. Parce que là, les gens avaient le temps de le faire. On est resté plus à la maison, mais j'espère que cet élan-là va se continuer. Puis je veux qu'on prenne le temps de bavarder sur ton livre parce que tu nous donnes quelques trucs qui, dans le quotidien, justement, peuvent nous aider à mieux conserver, justement, nos aliments pour moins gaspiller. Comme, entre autres, ce que je savais pas vraiment, mais que j'ai su en découvrant ton livre, c'est que, tu sais, parfois, on met les fruits dans le même panier à la maison, au centre de la table. Faut pas faire ça, hein? Non, c'est ça, exactement. Vous avez bien identifié l'erreur que je trouve la plus facile à régler, là, quand on parle de conservation alimentaire, c'est que les fruits ne sont pas tous égaux. On peut les diviser en 2 grandes catégories, là, pour vous expliquer très rapidement. On a les fruits qu'on appelle climactériques. C'est le nom scientifique qu'on donne à tous les fruits qui peuvent mûrir après qu'on les ait cueillis. Comme par exemple, on peut faire cueillir une tomate verte dans notre jardin, la faire mûrir sur notre comptoir. Ça fonctionne. Elle est climactérique. Mais on peut pas prendre une framboise blanche puis la faire mûrir dans la cuisine. Elle va juste pourrir. Elle est pas capable de mûrir après la cueillette. Donc, tous ces fruits-là qui ont le pouvoir de mûrir après la cueillette, ils sont capables de le faire grâce à une hormone qui est un gaz qui est invisible et qui n'a pas d'odeur. Fait qu'on, c'est normal qu'on ne se rende pas compte que ce gaz-là est dans nos cuisines, mais ce gaz-là les permet de mûrir. C'est ça qui leur donne ce super pouvoir-là. Puis le problème, c'est que ce merveilleux gaz qui permet à ces fruits-là de mûrir, ça dérange tous les autres fruits et légumes, ça les stresse. Donc, quand on va mettre un avocat
avocats qui peut mûrir après qu'on l'ait cueilli à côté d'un brocoli, ben le brocoli va capoter. Donc, il faut faire vraiment attention de ne pas les mettre ensemble parce que ce gaz-là les stresse. Et quand un fruit est stressé, ben il réagit comme nous. Il va respirer plus vite. Plus un fruit respire vite, plus il pourrit vite. Puis aussi, il va transpirer, donc il va perdre son eau, il va flétrir. C'est pour ça que tous les fruits là, qui ont le pouvoir de mûrir après qu'on les cueilli, donc les bananes, les tomates, les avocats, les prunes, les pêches, les poires, etc., bien, tout ça, on les met dans le même bol à fruits et on les met loin de toutes les autres pour cette raison-là. Et là, tu sais qu'il y a bien des gens qui vont mettre les pétates dans le caveau pour l'hiver, pour pouvoir entretenir ça puis avoir de la nourriture. Mais aussi, trêve de plaisanterie, il y a quand même beaucoup de gens qui font du canage, hein, des conserves. Suite, justement, qui font peut-être de la sauce à spag, ils prennent les tomates. On utilise ce qu'on a eu dans le jardin. Puis là, on est dans mode popotage aussi avant les fêtes. Est-ce qu'il y a une façon de bien conserver ces aliments-là, que ce soit si on veut canner des concombres, des tomates? Est-ce qu'il y a une façon de procéder que toi, tu peux nous parler finalement? Oui. En fait, la recommandation, c'est la même dans tous les pays du monde entier. Là, c'est la même technique. La technique a été inventée en 1918 par un chimiste, même pas un chimiste en fait, par un Français qui était confisier. Donc, il faisait des confiseries. La mise en conserve, il s'appelle Nicolas Appert. Et lui, quand il a inventé la technique, elle n'a pas changé depuis 1918. La vraie technique, là, c'est qu'il faut mettre l'aliment dans un bocal, fermer ce bocal-là et le faire bouillir dans de l'eau bouillante une fois l'aliment dans son pot. Et une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont dire, je vais prendre mon pot, je le stérilise, je le mets chaud et je mets, par exemple, ma sauce à spaghetti chaude dans le plat, puis poup, ça fait pop et donc c'est stérile. Non, ce n'est pas stérile. Ces conserves-là, c'est quand même assez dangereux. Il ne faut pas procéder comme ça. Il faut absolument que la conserve soit bouillie après remplissage. Ça, c'est la chose la plus importante. Puis l'autre chose, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot autoclave quand on parle de mise en conserve. Oui, un petit stuff. Ça me fait quelque chose vraiment d'appareil. C'est parce que probablement que le mot, tu sais, quand on dit les recettes de grand-mère, c'est parce que ce mot-là date aussi du temps de nos grands-mères. C'est pour ça que je ne dois pas l'avoir retenu. Exactement. En fait, un autoclave, là, ça existe juste pour faire la mise en conserve de conserves d'aliments qui ne sont pas beaucoup acides. Donc, par exemple, quand on fait des conserves de tomates, des sauces à spaghetti, du ragoût, toute la viande, la volaille, etc., juste les faire bouillir dans de l'eau bouillante, c'est pas assez. Parce que 100 degrés Celsius, la température maximale qu'on atteint avec l'eau bouillante, ça détruit pas tout ce qui se trouve dans la conserve. Et comme elle est peu acide, les bactéries peuvent se facilement éclore dans la conserve puis la contaminer. Puis c'est pour ça qu'on utilise un autoclave. Donc, pour les gens qui font de la sauce à spaghetti, il faut absolument utiliser un autoclave. Chauffer à l'eau bouillante, c'est pas suffisant. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. La deuxième étape, là, c'est un autoclave pour tout ce qui est pas beaucoup acide. Et est-ce que, tu sais, par contre, on s'en va à l'épicerie, on regarde les dates de péremption. Quand tu vas nous dire là-dessus, est-ce qu'on s'y fie? Des fois, on dit « Ah, ça peut être encore bon 2-3 jours de plus. » Tu mets ça au frigidaire. T'as-tu des conseils à donner là-dessus? Ouais, hein? Ouais. En fait... Ici, au Canada, on a un système de date, c'est le meilleur avant. Ouais. Puis, personnellement, moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de pays que les aliments, vous allez avoir 2 dates. Vous allez avoir certains aliments que la date, c'est l'expiration. Ça veut dire qu'il ne faut pas le manger après cette date-là parce que c'est dangereux. Donc, par exemple, tous les poissons, les fruits de mer, les viandes, les volailles, donc les plats préparés, tous ces aliments-là sont à risque d'être contaminés par des mauvaises bactéries, sont plus fragiles. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le meilleur avant sur ces aliments-là, c'est vraiment une expiration. Il ne faut pas dépasser la date, c'est obligatoire. Mais pour beaucoup d'autres aliments, comme par exemple le fameux yogourt, on parle tout le temps du yogourt là, quand on parle de date de péremption, le yogourt, c'est fermenté, fait qu'il est déjà pratiquement mangé par des bactéries, fait qu'il n'y aurait plus grand-chose d'intéressant. Fait que les Joe Louis, par exemple, de Daniel, mon caméraman, ça, il n'y a pas de problème? Non, les Joe Louis, il n'y a pas de problème. En fait, tous les aliments qui sont soit fermentés, acides, etc., ou très salés, ou très secs, comme des Joe Louis, ces aliments-là, c'est pas grave si on dépasse le meilleur avant parce que, justement, il y a une certaine protection. Puis si vous voulez voir vraiment précisément lesquels qui est grave, lesquels qui est moins grave de dépasser la date, le MAPAC, le gouvernement, a créé un document qui s'appelle « Meilleur avant, bon après ». C'est disponible si vous googlez « Meilleur avant, bon après », vous allez le voir. Ils ont mis pratiquement tous les aliments en 3 catégories. Donc, ceux que pour qui la date meilleur avant est une expiration, ceux que c'est un peu moins grave, puis ceux pour qui on s'en fout de la date.
Ben, il va falloir que je te réinvite parce que j'avais plein d'autres questions, mais c'est tout le temps qu'on a de Marie Desbiens. Mais c'est un grand plaisir de te parler, de t'avoir parlé. Puis, je réitère aux éditions La Presse, c'est donc mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller. Lauréat de ce prix or dans la catégorie narration culinaire en langue française. Ça se déroulait dans le contexte du concours des lauréats des saveurs du Canada 2020. Alors, bravo encore pour ce livre. Puis, merci de nous avoir parlé. Merci, ça fait plaisir. Merci.